Bonjour à tous. Donc la séance du conseil communautaire débute. Je vais faire la fête, donc moi-même présent. Blandine Monnier, Patricia Aubert, Édouard Philbert, Barthélémy, René Castel, Hélène Verduin, Suzanne Arnaud, René Jourdan, Daniel Lester, Muriel Canol, Jean-Luc Granet, Fanny Mazella, Robert Torcu, Carole de Peretti, Madame Thibault, Éric Migliaccio, je ne vois pas de voix. Eliane Thibault, Gilles Garcia, Luc de Maria, Roger Potreau, Présent. André Samat, Louis Ferrara, Pascal Giroux, Bruno Joannon, Christelle Goard, procuration Philippe Barthélémy, Yvan Maubé, procuration Patricia Aubert, Evelyne Lardelloire, Présente. Christine Sergent, Présente. Robert Belletta, procuration René Jourdan, Corinne Bonifay, Présente. Jean Tessier, pouvoir à Madame Monnier, Nathalie Noël, Présente. Sophie Long, je ne vois pas de procuration, Daniel Serre, procuration à Édouard Fidler, Laurent Collet, Présent. Michel Salle, procuration à Evelyne Lardelloire, Gérard Terrier, excusé, Ludivine Corti, voire à M. Collet, Yves Reynard, Valérie Bourron, Présente. Philippe Rocheteau, Présent. Émilie Guérel, pouvoir à Madame Bourron, Marc Bell, pouvoir à Daniel Alster. Voilà, donc avant de passer à l'ordre du jour, je vous attends que j'ai décidé de retirer de l'ordre du jour le point 17, modification des membres désignés auprès du syndicat mixte Côte Provence Méditerranée. Je vais faire une petite vérification. Donc le quorum est atteint. Je vous propose de désigner René Jourdan, secrétaire de séance. Il est d'accord. On commence par l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 3 février. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Les décisions. Donc, une demande de subvention auprès du département du Var pour le déploiement du plan d'action 2025 de l'Office de tourisme intercommunal Sud-Saint-Gaume. Exposition de peinture, Madame Nani, ont sont mises à disposition de la salle d'exposition à la Maison du droit et du patrimoine. Décision restée en justice est de signer la convention d'entrée en médiation entre la communauté d'Aglo et M. Vitose et la médiatrice, Madame Truc, concernant un référé expertise. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour avec la délibération numéro 1 pour René Jourdan. Il s'agit de l'inscription du sentier du défense de la Cabière d'Azur au plan départemental d'itinéraire de promenade et de randonnée, l'approbation de la convention de gestion au titre des sentiers inscrits à ce même dans le cadre de sa compétence sentier de randonnée. La communauté d'agglomération Sud-Saint-Gaume a effectué une demande d'inscription du sentier du défense de la Cabière d'Azur au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Une convention de gestion entre le département du Var et la communauté d'Aglo est proposée par le département du Var suite à cette inscription lors de la séance de la commission permanente du 27 mai 2024.
Cette délibération propose d'approuver la convention de gestion au titre des sentiers inscrits avec autorisation de passage, aménagement, entretien et balisage sur le territoire de la communauté d'agglomération de Putet-de-Beaume entre le département du Var et la communauté d'Aglo, et d'autoriser M. le Président de la communauté d'agglomération de Putet-de-Beaume ou son représentant à la signer. Un montant maximal annuel de 2 000 € est prévu au budget annexe du tourisme concernant l'entretien courant. Cette convention est conclue pour une durée de 10 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction, à compter de sa signature. Voilà, Président. Merci beaucoup. Pas de questions. Vote contre. Abstention. Merci. Délibération numéro 2. Hélène Verbier. Alors, il s'agit aussi d'une demande d'inscription du sentier du souvenir à Sines au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Le sentier du souvenir sur la commune de Sines, au lieu de l'existence, revêt un intérêt mémoriel certain et fait l'objet d'une sélection pour un événement porté par l'Agence départementale du tourisme qui aura lieu en avril 2025 dans le cadre de la fête de la nature. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous donner quelques petits renseignements parce que c'est sur ma commune, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ce sentier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce sentier a vu le jour sur le plateau de Sioublanc grâce à un projet pédagogique autour de sa réalisation au cours de l'année scolaire 2010-2011 par une classe de CM2 de l'école de Sines avec l'enseignante Isabelle Strotti. Il passe notamment à la citerne du gouvernement, c'est le lieu de cérémonie du 6 juin, où 10 résistants ont été exécutés. Ce projet a été monté en collaboration avec M. Zulkowski, animateur de randonnée du club de Sifou, le CDRP, le CG83 et l'ANACRE, qui était à l'époque représenté par Mme Elia Gérin. Et il est balisé par la Croix de Lorraine rouge. Il a été inauguré en 2011. Depuis, les élèves de CM2 proposent certaines années cette randonnée à d'autres classes de CM2 par le biais de l'UCEM. Ainsi, au regard de la qualité de ce circuit et de son histoire, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Beaume, dans le cadre de sa compétence tourisme, donc les sentiers de randonnée, souhaite demander l'inscription du sentier du souvenir au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pédestre du Var. Si les critères techniques du sentier sont en adéquation avec la demande d'inscription, la communauté d'agglo Sud-Sainte-Beaume prévoira de conventionner avec le département du Var. Merci. Donc, notamment le sens mémoriel de cette délibération. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Troisième délibération, c'est l'approbation du schéma directeur cyclable de la CAD. Donc c'est l'aboutissement d'un long travail qui a été mené, je souligne, pendant pas mal de temps par Gilles Barthélémy notamment. Et donc lors du moment va faire la présentation. Et Gilles Barthélémy complétera. Merci, Président. Je vais d'abord faire défiler le petit PowerPoint qui a été préparé par les services et notamment Véronique Bouvet au niveau donc, de ce schéma directeur. Donc, il vous présente les objectifs. Donc, c'est pour inciter donc, davantage l'usage du mode actif pour les déplacements. Il faut développer aussi des rabattements en mode actif vers les gares avec de bonnes conditions de stationnement pour les vélos et rendre accessible en vélo le patrimoine naturel et culturel de la CSSB, ainsi que sécuriser les déplacements vélo sur le territoire avec jalonnement des itinéraires. Ce sont les objectifs. Donc pour cela, en fait, il y a eu différents ateliers. D'abord, il y a eu un atelier en mars 2024 avec les associations de vélos et vélocyclistes spécialistes de la vente, location et réparation des cycles sur la connaissance des pratiques
parce qu'en fait on part d'une feuille blanche, donc il était important par avance de rencontrer ceux qui utilisent déjà l'existant. Et donc on peut saluer la présence notamment des clubs cyclisme Ouest et Var et Concept Cycle qui ont participé à ces ateliers. L'atelier numéro 2, en mai 2024, a travaillé sur les cartes pour définir les itinéraires et les actions complémentaires avec les élus et les référents désignés par les communes. Donc ça a vraiment été un travail qui a été co-construit. La région avec son référent de la V65 qui participait, ainsi que le département avec le référent Plan Vélo 83. C'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans une volonté globale, tant du département que de la région, et donc bien entendu de l'agglo. Avec bien entendu aussi les communes qui ont déjà commencé à faire des actions là-dessus, donc il y a vraiment un sujet. L'atelier numéro 3 qui a eu lieu en juillet a défini le plan pluriannuel d'investissement avec des phasages et des priorisations en présence bien sûr des maires, des vice-présidents et des référents des communes. Et ensuite, il y a eu un COPIL le 28 novembre 2024 pour la présentation du schéma définitif avec les vice-présidents, les élus des communes, régions et départements. Donc du coup, il faut travailler donc, sur ce maillage cyclable du territoire avec les stationnements vélo et les services vélo et apprentissage de manière à ce qu'en fait le vélo puisse vraiment pouvoir s'exprimer sur nos territoires. Une enquête auprès, je vous le défie, une enquête auprès de la société civile a été diffusée aussi du 12 juillet au 20-10 dans le cadre du plan de mobilité. Et à partir de janvier 2024, des entretiens ciblés avec les acteurs clés, régions, départements et communes. Et ensuite, différents de nos ateliers avec les vélocistes, comme je l'ai déjà précisé, associations vélo, la région, le département et les communes, mai juillet 2024. Donc ça a vraiment été une co-construction. Et je tiens à féliciter l'ensemble des participants parce que c'est vrai que c'était vraiment très très intéressant. Un engagement sur ce sujet. Là, je n'ai pas cette fiche. Ensuite, compte tenu d'un schéma directeur cyclable, donc il y a une carte globale et hiérarchisée des itinéraires à aménager. Il y a un plan d'action qui inclut le stationnement, le jalonnement et les autres services favorisant le développement du vélo. Une charte pour garantir la cohérence et l'homogénéité des aménagements sur le territoire. Il s'agit d'avoir une vraie cohérence. Et des préconisations techniques déclinées sur les parcours à traiter. Donc là, c'est la carte globale du territoire. Et vous voyez donc les 7 itinéraires validés en comité de pilotage qui sillonnent l'entièreté du territoire. Et je vais vous les montrer de manière par fiche. Voilà. Bandol, le pont du Castellet, le Bosset. Donc c'est un itinéraire qui est ressorti comme étant très important pour relier les communes du littoral avec les communes du Haut-Puy. Il y a environ 11 km pour relier le littoral au centre du territoire, les Bossets, et avec des préconisations d'aménagement en voie sur berge entre Bandol et le plan du Castellet. Il a été identifié comme itinéraire prioritaire dans le schéma directeur cyclable avec programmation d'études préopérationnelles en 2025 et 2026. Ensuite, il y a une autre piste, Évenos, Le Bosset, Sainte-Anne-du-Castellet, itinéraire d'environ 12 km permettant une liaison est-ouest par le centre du territoire et notamment avec la liaison collège du Bosset, qui est aussi une démarche du département. Donc voilà, notre schéma s'inscrit vraiment dans ce travail entre nous tous. Ensuite, Saint-Cyr-sur-Mer, Bandol, 13 km environ, pour relier les communes du littoral et accéder aux plages et aux gares ferroviaires. Une préconisation d'aménagement site propre en majorité compte tenu des voies départementales à fort trafic routier. Début de la programmation 2027-2029. Donc il y a une planification à mettre en œuvre parce que c'est des coûts importants. Ensuite, Signe, Zelda de Signe, Le Bosset, itinéraire d'environ 22 km. Hop, je ne vais pas changer.
permettant de prolonger l'axe nord-sud d'Ersigne depuis l'itinéraire numéro 1 et de desservir le plateau de la zone d'activité. Préconisation d'aménagement c'est propre sur la partie nord de l'itinéraire, parce que ce sont des voies très énormes. Ensuite, 5-6, Saint-Cyr-sur-Mer, Lacadière-le-Castellet, itinéraire d'environ 30 km, assurant un maillage de desserte entre les 3 communes, les accès au collège du Castellet et à la gare de Saint-Cyr-sur-Mer, la liaison entre le littoral et le centre du territoire, préconisation d'aménagement en site propre sur les axes à fort trafic routier aussi. Le point suivant, le Brûlat, le plan du Castellet, itinéraire d'environ 3 km, assurant la liaison entre 2 itinéraires. Alors là, il y aurait 2 scénarios d'aménagement à étudier, donc 2 variantes, voie sur berge ou piste cyclable le long de la route du Grand Vallon. Donc ça, ce sera à nous de trancher sur le schéma directeur. Il est en ce moment en 2029. Donc le schéma directeur, en bref, en résumé, c'est 91 km d'itinéraire cyclable sur la suite Sainte-Baume. Donc c'est un vrai enjeu. 31 à 34 millions d'euros d'investissement estimés. Bien sûr, c'est hors foncier et reprise de l'ensemble de la voirie, donc il y aura des coûts supplémentaires. Hors foncier, là, il va falloir faire une étude de foncier avant. Un réseau structuré pour mailler le territoire et desservir les pôles générateurs de déplacement et une programmation des itinéraires sur 10 ans pour planifier et hiérarchiser leur mise en œuvre. Et il y a différentes typologies d'aménagement qui sont préconisées. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des exemples d'aménagements cyclables qui sont proposés en fonction des endroits. Sera identifié ce qui est le plus opportun. Comme vous voyez, parfois, c'est vraiment des pistes cyclables qui sont totalement séparées ou des aménagements sur des voies existantes pour faire du partage de voies entre les différents utilisateurs. Donc voilà, moi j'ai présenté les éléments. Si tu veux rajouter quelque chose. D'en rajouter, pas forcément dans la mesure où ça a été particulièrement bien présenté. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a ce document. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de faire des trajets cyclistes. Il y a des trajets qui peuvent être faits pour les sportifs, ce n'est pas le cas du tout de ce plan. Ce plan, c'est fait pour que toute personne, je dirais, qui a la possibilité d'utiliser son vélo puisse le faire dans des conditions de sécurité qui soient acceptables. Et il n'y a pas simplement que le tracé, il y a le tracé, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, par exemple, une capacité pour, si on a un problème sur un vélo, de pouvoir le faire réparer, etc. Il y a tout cet environnement derrière ce plan. Deuxième observation un petit peu générale, c'est que, tu l'as dit, il y a forcément une priorité. Donc derrière le plan, il faut savoir qu'est-ce qu'on met en 1, qu'est-ce qu'on met en 7. Parce que ça ne se fait pas tous les matins, d'autant plus que, et ça a été précisé, tu l'as dit, c'est dans le slide, il y a une estimation qui est une estimation à 35 millions d'euros. Donc on ne met pas 35 millions d'euros comme ça, je dirais de manière évidente, ça ne peut se faire qu'avec un phasage. Et j'ajoute, là aussi tu l'as évoqué, qu'il y a des endroits qui sont relativement faciles dans la mesure où le foncier est déjà public, mais il y a des endroits qui sont beaucoup plus compliqués quand il est nécessaire de se procurer le foncier. Donc, c'est un petit peu, je dirais, la grandeur et la servitude des schémas cyclables. C'est-à-dire quand on a des portions suffisamment significatives, on peut mettre à disposition du public ces portions. Par contre, entre les 11 ou les 12 ou les 22 km de chacun des éléments, peut-être que ça sera aussi par phase à l'intérieur des différents éléments pour ces motifs qui se comprennent bien. Et après ça, il faut bien commencer par quelque chose.
Et c'est vrai qu'avec la géographie que nous avons, ce qui semble le plus logique sur l'étape 1, c'est d'avoir un tracé qui permette de relier la bande côtière au pays. Et c'est pour ça que dans la présentation qui a été faite, il y a en 1, justement, le lien qu'il y a entre ici même et les bandoles. Voilà. Ce qui est, je dirais, logique, puisque c'est la seule façon, et le seul endroit où on ne passe pas par les montagnes pour relier le haut pays et la bande côtière. Donc il est logique que le point numéro 1, ce soit à cet endroit-là. Voilà, donc simplement ces éléments que je voulais rajouter. Et c'est vrai que ça a été, toute la phase préparatoire, un moment important du point de vue de la concertation. C'est vrai qu'il y a toujours eu, je veux dire, beaucoup de personnes présentes, et à la fois les associations qui étaient là, il y a les cyclistes eux-mêmes, qui sont venus spontanément, je ne parle pas des institutionnels, mais tout ce qui concernait le public a eu vraiment pris de l'intérêt à ce schéma. Voilà, donc c'est ce point que je voulais aussi souligner. Voilà, donc je crois que c'est un projet qui est sympa, c'est un schéma directeur, alors c'est une sorte d'annexe, on peut le définir comme ça, du plan de mobilité. Un plan de mobilité, lui, est opposable au tiers, ce n'est pas le cas de cet élément, mais je crois que c'est un guide, et un guide utile pour le vélo entre les diverses communes de notre ville. Voilà, c'est un petit peu ce contexte qui complète ce que tu as dit sur les différents points pour lesquels je n'ai pas d'observation, bien évidemment. Merci à tous les deux pour cette belle présentation de synthèse. Je crois que ça illustre bien, hein, c'est une bonne occasion de souligner la diversité de notre territoire. Question, Édouard Pelzer. C'est pas une question, c'est pour rebondir sur un des derniers propos de Philippe Barthélémy. Oui, ce plan a été fait en concertation avec les communes et la commune du Beaussais a décidé dès cette année de mettre en œuvre la liaison entre les phases 1 et 2 du plan, c'est-à-dire une piste cyclable qui relie le collège aux écoles, pour ceux qui connaissent, et même un petit peu plus loin, jusqu'au rond-point, où démarrera le projet pour Bandol. Oui, c'est une action, je crois, exemplaire pour la complémentarité entre les communes et la commune. Merci. Monsieur Garcia. Oui, merci. Moi, j'avais une question à me poser concernant la commune de Sanary. Je vois qu'elle ne fait pas partie du plan à un moment donné. Donc, on parle de ralliement entre les terres et le littoral, notamment entre Bandol éventuellement et Sanary. Et je ne vois pas sur le plan Sanary impliqué dans le schéma. Alors, ma question, elle est, est-ce que Sanary fait partie des travaux éventuels, et pourquoi, dans l'hypothèse où, on n'est pas concerné par les tracés de pistes cyclables? Le mieux, c'est que ce soit un élu de Sanary qui vous réponde. S'ils sont en mesure, oui. Là, on va essayer, M. Garcia. Merci. Alors, vous avez tout à fait raison, la commune de Sanary n'est pas reliée dans ce schéma directeur de pistes qui relie les différentes communes. Nous avons participé aux travaux et il s'est avéré que, on l'avait d'ailleurs présenté à plusieurs reprises, cette position. Nous sommes dans une position qui est assez contrainte. Il y avait deux solutions. Alors, il y a une route qui passe, qui s'appelle la route de Bandol, qui nous relie à Bandol, justement, et qui est une route qui passe en bord de mer, devant les plages du Lido, la plage dorée, etc.
ou un espace qui est extrêmement contraint. Nous y avons réfléchi, il s'était agi éventuellement de faire un sens unique ou de prendre sur le côté, d'élargir la voie, et là, il était bien évident que, vu l'érosion, cette piste cyclable aurait tôt ou tard fini à l'eau. Donc ça, c'était une première solution. Quand on a évoqué un sens unique, ça nous paraissait très contraignant quand même au niveau des usagers et des personnes qui résident sur ce périmètre. La deuxième option, donc le deuxième, c'est l'ancien chemin de Toulon qui nous relie une fois de plus à Bandol jusqu'à Olioul. Et là, cette fois-ci, nous nous heurtons à un foncier qui est extrêmement élevé, qui faisait monter la facture d'une manière assez importante, pour ne pas dire très très importante, d'une part. Et le choix que nous avons opéré, je parle toujours évidemment sous le contrôle de monsieur le maire, de Sanary-sur-Mer, c'est de proposer aux usagers en 2 roues des pistes qui soient vraiment sécurisées. Voilà, donc nous entendons bien effectivement qu'il y a différents modules, et j'ai apprécié le fait que dans la présentation qu'a faite Madame Monnier, nous ayons cette diapositive qui nous présentait les différentes typologies, elles sont nombreuses, mais voilà, nous optons, c'est une position de principe qui, je l'entends tout à fait, peut paraître contestable, mais il se trouve quand même qu'on ne veut pas faire de l'affichage et que finalement, dans cette complémentarité, les 9 communes, Sanary, effectivement, n'a pas la disposition nécessaire de notre point de vue pour accueillir, intégrer ce schéma directeur. Ok. Je peux reprendre, Monsieur le Président, vous nous autorisez à répondre à Madame Aubert ou... Je pense que là, on risquerait de se lancer dans... On a des bases à rien. Ben, il me semble. Très bien. Mais on a entendu les deux remarques, bien sûr. Monsieur Cotreau. En premier, je dirais qu'au moment du vote, du fait que Sanary est absent dans le plan, je serais tenté bien sûr de voter contre, mais je suis solidaire avec les autres communes, et donc entre 2 chaises, je m'abstiendrai. J'ai 2 questions qui effectivement rebondissent sur celle qu'a posée mon collègue. Premièrement, pouvez-vous nous dire, Président, en ce qui concerne l'enquête société civile, je suppose que quand même Madame Aubert n'a pas été la seule à être consultée, et donc comment ça s'est passé pour ma commune, si je puis dire, car nous n'avons eu aucun écho d'enquête de société civile à Sanary. Pourtant, il y a d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire sur le registre des cyclistes, je crois savoir qu'il y a à Sanary 2 associations de cyclistes. Ça, c'est ma première remarque. Ensuite, ma seconde remarque, si vous permettez, Madame Aubert, ne réagissez pas aussi rapidement. Je sais que vous êtes dynamique, mais gardez votre dynamisme au frais, s'il vous plaît. Ma deuxième question concerne donc le chemin de Toulon. Effectivement, il y a des problèmes fonciers non négligeables. Nous ne sommes pas du tout ignorants de cela. Mais peut-être que si, plutôt que de faire des parterres fleuris nombreux sur ce chemin, alors qu'il était justement préparé et notamment d'ailleurs pour les enfants qui se rendent au collège, il y avait largement la place sur une certaine distance, on est bien d'accord, peut-être pas sur tout le chemin,
Mais après, on peut étudier un premier plan, comme le présentateur l'a fait. C'est un premier pas. On aurait pu, au moins, me semble-t-il, pour la commune de Sanary, être pas simplement associé dans l'étude, mais associé dans la réalisation. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour ce qui est de la concertation, je crois que ça a été mené de manière assez complète au travers des ateliers. Alors, il y avait plusieurs groupes, peut-être on pourrait dire. Je ne faisais pas partie, je vous précise que je ne faisais pas partie des ateliers, c'était notre collègue Jacques Denet. Nous avions la directrice des services techniques, Élodie Grèce, qui a participé également aux travaux. Et après, ce n'est pas la commune de Sanary qui a sollicité. En fait, c'était un échantillon de cyclistes, mais vous savez, enfin, moi je les vois parfois, pas particulièrement le samedi et le dimanche, ces associations de cyclistes, ils rayonnent dans les 9 communes, ce que je ne saurais pas faire. Donc moi, je n'ai pas été spécialement consultée, mais nous avons déjà évoqué toutes les problématiques. Et puis nous attendions aussi, par rapport à l'ancien chemin de Toulon, parce qu'il s'agit de l'ancien chemin de Toulon, nous attendons aussi les propositions de votre collègue Françoise Chenet, qui avait, lors du dernier conseil municipal, je parle sur le contrôle à nouveau de Monsieur le maire, Monsieur le maire lui avait demandé justement de préciser, il lui avait presque missionné pour faire des propositions, puisqu'elle en avait en tête. Merci. Alors, Madame Goulet va compléter la réponse, et ensuite je laisserai Daniel Aster conclure sur ce petit débat salarié. Oui, bonjour, donc Véronique Goulet, service transport. Je voulais juste vous dire qu'on avait sollicité des vélocistes des clubs en tant que tels, et aussi des magasins de location de vélos, de réparation, pour voir effectivement comment les échanges qu'ils avaient avec les usagers des vélos. Donc sur Sanary, on avait saisi c'était Vélo et Oxygène, donc qui nous a fait un échange sur ses pratiques et sur son retour par rapport aux usagers. Et on a travaillé avec eux, avec le club aussi cycliste Ouest-Var. Et donc à partir de là, on a fait en fait un recueil des usages de parcours, que ce soit des sportifs ou au quotidien, des personnes. Et ensuite, donc, on a fait une synthèse de ça. On avait fait aussi une enquête publique. Alors, l'enquête mobilité que l'on a fait auprès de la population pendant l'été 2023 pour le plan de mobilité, il y avait une partie, le questionnaire était ciblé aussi sur les pratiques vélo. Et donc on a eu ce retour aussi de pratiques que ce soit de tourisme, puisqu'on avait fait en sorte de faire une partie sur l'été pour avoir le retour des touristes et aussi des habitants. Donc on s'est aperçu, c'est là qu'on a eu aussi une analyse des touristes qui effectivement utilisaient le vélo à 46% de leurs déplacements. Et c'est là qu'on a vu aussi que pour les déplacements au quotidien, on n'était qu'à 7% pour les habitants au cours de l'année. Donc c'est pour ça qu'on avait, notre objectif était surtout aussi de permettre de développer l'usage du vélo au quotidien pour aller vers pour les services, les équipements, autour du domicile des personnes, et les collèges aussi et les écoles. Voilà comment s'est passé effectivement les ateliers. Merci pour ce complément. Donc, Daniel Aster. Bien, merci. Monsieur le contrôle, je vais répondre à la restante de votre deuxième question. En parlant de l'ancien chemin de Toulon, il faudrait quand même que vous rappeliez aussi qu'en son temps, quand ça a été créé, nous étions sous le coup d'une désimperméabilisation des sols qu'il fallait à tout prix que ce soit végétalisé. Alors, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, vu la situation, je ne vais pas supprimer les espaces verts pour remettre du goudron. Ça, ce n'est pas possible. Après, tout est entendable et il n'est pas impossible qu'on puisse encore faire
un audit sur voir ce que nous on peut faire, parce qu'il faut tenir compte de la réalité de la structure. Parce que dire qu'on fait des pistes cyclables, moi qui suis cycliste depuis toujours aussi, monsieur Poitron, je sais ce que c'est, et je peux vous dire que je n'enlèverai pas d'espace vert pour mettre du goudron. Au même titre qu'il m'a été suggéré une fois de couper les arbres pour aller jusqu'à la gare de Sanary pour faire une piste cyclable depuis le rond-point Place à Kingen. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous remercie. Pas d'autres questions? Madame Lardélois. Alors je dois dire qu'à Saint-Cyr, nous aimons le vélo et j'ai été agréablement surprise d'ailleurs du bilan du baromètre des villes cyclables, puisque le ressenti est à Saint-Cyr un score très élevé, où justement on loue les efforts de la municipalité. Alors comme je suis dans l'opposition, évidemment j'irai dans ce sens-là, pour une fois, en disant oui effectivement il y a des efforts louables, mais si ces efforts ont été faits, c'est bien parce que pendant la campagne municipale, toutes les listes présentes avaient donc l'ambition de faire une piste cyclable, et monsieur le maire donc on va dire écouté donc les doléances des Saint-Cyriens, et je l'en remercie. Ceci étant, ma question est technique. Vous êtes obligé de commenter à chaque fois ce qui se passe dans les communes. Mais non, c'était parce que j'allais poser une question, alors je me suis dit que comme j'avais la parole, voilà. Et puis bon, c'était aussi pour dire à Bandol et à Sanary que nous, à Saint-Cyr, on aime le vélo. Ah, à Sanary, s'ils n'aiment pas le vélo, mais nous, on l'aime. Voilà. Donc c'est très complexe. Madame, demandez-moi d'être moins réductrice, s'il vous plaît. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Alors, d'un point de vue technique, avec Madame Salle, nous faisons également du vélo. Vous le savez peut-être pas. Alors, c'est un vélo que nous avons, dont nous disposons, qui n'a d'ailleurs pas été financé, et d'ailleurs on le regrette. Hein, on regrette effectivement qu'il n'y ait pas encore de prime. Bon, mais ça sera pour une autre fois, hein, j'imagine. Puisqu'on ne mettons pas la charge avant les deux. C'est-à-dire, d'abord, on est cohérent, on fait un schéma directeur de vélo, de pistes cyclables, et ensuite, on pourra financer peut-être l'usage du vélo. Voilà. Ma question était technique parce qu'on s'est intéressé à l'itinéraire Bandol, plan du Cassonnet, et figurez-vous qu'on n'a pas compris où la piste cyclable allait passer. Parce que, bon, Madame Aubert, je pense, parlait d'espace contraint, parce que là, manifestement, il va y avoir un aménagement très lourd. Donc, ma question, c'était donc de savoir donc, si c'était faisable ou pas. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément parce qu'on n'aime pas le vélo. Ne prenez pas la mouche, on a de l'humour à Saint-Cyr. On est en train de chercher les renseignements pour vous donner. Merci. René Cassel sur le long du ruisseau du Grand Malade. C'est ce qu'on prévoit, mais en fonction des possibilités. Et de temps en temps, peut-être on pourra repasser sur la départementale. Voilà. Merci. L'idéal, c'est effectivement de rester contre le cours d'eau. Vous savez, comme pour s'arrêter, pêcher, discuter. Vous voyez, des amis. Si j'ai bien compris, les sportifs ne s'arrêteront pas pour pêcher. C'est ça. Pas d'autres questions? Et bien donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, délibération suivante, Jean-Guy Monnier. Merci Président. Donc là maintenant je vais vous parler d'un autre contrat pour la mobilité. C'est celui du contrat opérationnel mobilité du bassin de mobilité K. Donc ça c'est comme bien souvent, c'est une loi qui lance tout ça et qui charge la région en qualité de chef de file de la mobilité de définir et délimiter des bassins de mobilité. Donc en fait, on se retrouve dans le bassin K, qui est le bassin de notre mobilité, afin d'organiser en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité les actions communes définies par la loi LOM. La région conclut à l'échelle de chaque bassin de mobilité un contrat, donc le contrat opérationnel de mobilité, avec les autorités organisatrices de la mobilité,
Ce contrat opérationnel de mobilité n'est pas un contrat de financement, mais un outil permettant une meilleure coordination, mise en cohérence et optimisation des actions territorialisées par les acteurs de la mobilité sur différents périmètres. Car comme on le voit là pour les pistes cyclables, ça ne s'arrête pas à l'échelle de la communauté, ça englobe le Var, ça englobe la région. Donc, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une coordination entre chaque pour que on ne travaille pas tous dans notre coin, mais qu'on travaille tous ensemble. La durée du COM est fixée à 4 ans, donc 2025-2028, pour la première génération de ce contrat. Il y a 6 thématiques couvertes par la COM. Donc il y a d'abord la première qui correspond aux différentes formes de mobilité et d'intermodalité. On ne peut pas tous vous les lire, hein. Bien entendu, il y a le vélo, le transport ferroviaire, la voiture. Les pôles d'échange multimodaux et les aires de mobilité, comme on le disait, c'est très important. Les modalités de gestion des situations dégradées, le recensement et la diffusion des pratiques et des actions de mobilité, l'aide à la concertation et à la mise en place d'infrastructures de transport ou de services de mobilité et la décarbonation des mobilités. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, un COM est structuré comme suit. Alors, il y a un tronc commun, planification nationale, ajustement à l'objectif 55, planification régionale SRADET, donc on rejoint le SRADET aussi, socle territorialisé, état des lieux du territoire, objectifs généraux et territorialisés avec les thématiques réglementaires, et ensuite annexe, synthèse des engagements. Ça, c'est produit par tous ceux qui sont dans le bassin, et le global, c'est la région qui le fait. Si vous voulez identifier notre territoire sur la carte, donc c'est le bassin K qui intègre la Provence verte, cœur du Var, Provence-Verdon, Vallée du Gapot, Méditerranée-Porte des Morts, TPM et bien entendu. Donc vous voyez, ça vraiment, ça rayonne bien au-delà de Sud-Sainte-Baume, et c'est pour mettre en cohérence tout notre plan. Alors les objectifs généraux et territorialisés du bassin K, ils ont été déterminés sur la copile, et ensuite ils seront déclinés en fiche action. Donc les objectifs généraux, faciliter et amplifier l'usage du vélo à l'échelle du bassin, améliorer les conditions de l'intermodalité, je n'arrive pas à prononcer ce mot, c'est terrible. Alors je ne vais pas tous vous les lire, hein, vous les avez reçus. Améliorer l'interopérabilité et la complémentarité des services de transport collectif. Ensuite, faciliter la lecture et l'usage de l'offre du service. Améliorer la connaissance des flux des usagers. Poursuivre la décarbonation et poursuivre le développement du covoiturage à l'échelle du bassin. Donc ça a vraiment tout son sens de l'extendre au-delà des frontières pour que ça marche mieux. Ensuite, vous avez les engagements individuels et collectifs de la Sud-Sainte-Baume. Donc les 5 premiers, donc l'élaboration de notre plan de mobilité, il a été arrêté. Il va y avoir une enquête publique et ensuite, voilà, il sera mis en œuvre. L'élaboration du schéma directeur cyclable que nous venons de voir. Restructuration des aires de covoiturage existantes et création de nouvelles aires de covoiturage. Donc pareillement, ça sera piloté par la communauté d'agglomération. Transport en commun expérimental pour la desserte du parc d'activité du plateau de Signes. Et transport à la demande expérimentale pour relier les communes de la CASSB. Et ensuite, tous les autres qui sont en dessous, ce seront la région et ses partenaires qui s'en chargeront. Et ensuite, liste des équipements structurants de la CASSB, développer les pratiques du vélo par un maillage cyclable autour d'équipements et de pôles structurants. Donc là, c'est un peu regroupé, enfin c'est pas un peu, c'est regroupé en objectifs thématiques, et vous avez les équipements qui devront être faits au niveau des sites envisagés. Voilà, avec toutes les questions. Merci pour la présentation synthétique. On n'en a pas parlé, mais peut-être que Philippe Barthélémy veut compléter là aussi. Ce serait bien. Compléter peut-être pas, mais peut-être faire un petit commentaire général comme celui que j'ai fait tout à l'heure. Je crois que ce contrat opérationnel, c'est quelque chose de nécessaire.
il y a des moments, je pense, où on est au niveau des compétences dans une situation limite. Et c'est ici que nous avons effectivement cette problématique qui n'existait pas il y a quelques années, puisqu'il y a quelques années, le département avait la compétence, je dirais, mobilité, et donc il y avait une vision d'ensemble parce qu'il y avait cette compétence. Et après ça, la loi a changé. Et la loi a changé, elle a dit, ben, désormais, les autorités organisatrices des mobilités, ce sont les communautés, les EPCI. Alors, à partir du moment où ce sont les EPCI, ben, ça veut dire que chaque EPCI a été amené, on l'a fait nous-mêmes, on a fait notre plan de mobilité, mais on se rend bien compte que ça ne suffit pas par rapport à nos usagers, par rapport au bassin de vie. Si on va à Toulon, regardez, s'il a fallu que nous fassions des accords avec le réseau d'autobus de Toulon pour qu'il puisse y avoir un petit point de passage entre la commune de Sanary et Toulon. Donc, nous l'avons fait. Mais c'était en fait un volontariat entre TPM et nous. Mais de manière plus générale, comme les compétences sont aujourd'hui coincées par toutes ces communautés. Pour vous donner une petite anecdote, j'étais au bureau de l'association des maires il n'y a pas longtemps, on a parlé de ce sujet, et il y avait certains de nos collègues du Haut-Var qui disaient on est coincé, on n'a même plus accès aux sous-préfectures. Parce que la compétence étant limitée aux communautés de communes du Haut-Var, on ne peut pas aller plus loin. Et ils disaient tous, ben, il manque quelque chose. Et je crois que ce contrat opérationnel de mobilité répond à ça. C'est-à-dire qu'il dit, eh ben, vous avez vos compétences dans les communautés de communes ou dans les communautés d'agglomération, dans la métropole, puisqu'on a les trois dans le département du Var. Mais il y a une synthèse qui est organisée à un niveau supérieur, et logiquement, ce niveau supérieur, c'est forcément aujourd'hui la région. On ne pouvait pas remettre le département, on a enlevé précisément cette tâche. Donc je crois, si vous voulez, que c'est quelque chose de logique et d'attendu, puisque ça va permettre de débloquer toutes les situations qui sont un petit peu contraintes par les compétences des uns et des autres. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai lu ce document, et c'est vrai, alors, bon, le bassin K, c'est pas très rigolo, hein, on aurait pu mettre, je ne sais pas, un terme un petit peu plus poétique, hein, mais il y a à côté on a J, à côté on a L, bon, on est K, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais en fait, en tout cas, moi je crois que ça répond effectivement à un vrai besoin au niveau de la coordination. Et je crois que cette délibération, c'est une délibération sur la coordination, faisant en sorte que l'on puisse répondre aux besoins réels des habitants lorsque ils sont amenés, par la force des choses, à aller en dehors du périmètre de leur EPCI respectif, quelque chose de plus large que le nôtre. Cela va de soi, et nous on avait effectivement anticipé en passant, je dirais, des accords avec TPM. Nous avions aussi discuté sur la problématique des élèves qui allaient au lycée à La Ciotat. Bon, c'est très gentil, mais je dirais c'est l'autre département, etc., et ça pose des difficultés de transport majeures. Voilà. Donc je crois que ce que couvrent ces thématiques, c'est justement ça comble ce manque. Voilà, et je crois que de ce point de vue, c'est quelque chose de particulièrement utile. Voilà, c'est simplement ce petit commentaire, mais complémentaire que je tenais à faire, mais il va de soi que ce que tu as dit, il n'y a pas de problème, puisque ce sont les éléments de ce contrat opérationnel. Voilà. Merci pour ce commentaire. Je pense que vous avez bien fait de souligner le rôle de la région, et ça va même assez loin, puisque
parmi les autorités organisatrices. Il y a des communautés de communes qui n'ont pas la compétence, et la région, pour le coup, les représente. Il y en a une quinzaine, je pense, de mémoire, qui sont concernés par ça sur la région sud, une quinzaine. Et ça va même au-delà, puisque l'État est partie prenante. Dans le socle commun, il y a une phrase que j'ai isolée, et qui reprend bien le rôle de la région, mais même celui de l'État. C'est voilà, la région et les projets de mobilité des territoires, en pleine cohérence avec les politiques que la région déploie dans le domaine des mobilités, l'État et la région sud ont défini dans le cadre de la planification écologique présentée à la conférence des parties, donc la COP, le 11 décembre 2024, et de l'élaboration du plan régional de transformation écologique énergétique, de feuilles de route dédiées à la mobilité, mieux se déplacer, mieux transporter bien, et mieux se déplacer, là on est vraiment en plein dedans. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas de remarques, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors on passe à des délibérations qui sont moins passionnantes, mais qui restent néanmoins utiles. La 5 et la 6, je les regroupe. Il s'agit de régularisation de suramortissement au budget principal et également de correction sur les exercices antérieurs. Et ça a été remonté, donc ce sont des anomalies comptables remontées par le service de gestion comptable de Saint-Cyr, et il faut les régulariser, tout simplement. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. La délibération numéro 7, c'est l'approbation de procès-verbaux de mise à disposition des biens affectables aux compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales pour les communes du Castellet et de Signes. Voilà, ça n'avait pas été fait lors du transfert des compétences, donc il faut régulariser. Je ne vous développe pas, je ne pense pas que... Bon, si vous souhaitez des compléments. Je vous propose donc de passer au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. On passe au vote des taux. Donc, je voudrais isoler, vous parler à la fois de la fiscalité directe locale et la fixation du taux de taxe dans l'enlèvement des ordures ménagères. Pour la GEMAPI, c'est un produit qu'on va voter. On a abondamment discuté lors des orientations budgétaires, lors du débat d'orientation budgétaire de 4 novembre, également lors du vote du budget le 9 décembre. Donc ce que je vous propose en continuité, c'est de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'exercice 2025. J'en profite pour faire quand même quelques observations. Voilà, ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai pris cette présidence et je me suis intéressé, peut-être encore plus qu'avant, à l'aspect finance et gestion financière. Et les observations qu'on peut faire, c'est que le résultat de fonctionnement pour les différents exercices budgétaires augmente nettement depuis plusieurs années et il n'y a pas forcément, sur le moyen terme, un niveau d'investissement en rapport. Donc nous travaillons à la fois sur le DPI, un plan pluriannuel d'investissement, et sur la prospective pour les années futures, afin de définir si les taux devraient être maintenus, par exemple pour l'exercice 2026, ou éventuellement un peu diminués. C'est trop tôt pour se prononcer. Il faudra qu'on en discute bien évidemment en réunion bureau, comme
communautaire, ça c'est la première des choses, en commission des finances. Mais voilà, juste quelques chiffres qui sont qui me parlent. Les principaux, donc les résultats de fonctionnement en 2021, on est à 2,8 millions, 2022, 4,3 millions, 2023, 7,2 millions, et 2024, prévisionnel, je précise, si on n'a pas voté le compte administratif, 9,8 millions. Voilà. Donc on a le temps de se pencher et de réfléchir sur tout ça. Mais voilà, je voulais pas faire cette observation d'accompagnement de la présentation. Donc pour les taux de fiscalité locale, vous les avez, hein, donc pas de changement proposé. On va peut-être quand même voter délibération par délibération, donc fiscalité locale directe d'abord. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Sinon, il n'y a pas, donc pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Et pour la GEMAPI, ben, vous savez, c'est un vote en produit. Bon, ça, je pense que vous connaissez les détails, le forfait, le maximum, ce qui est proposé, donc qui correspond à un financement d'environ 19 € par habitant. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. On passe au point numéro 11, qui est une décision modificative pour l'exercice 2025. Donc vous avez tous les éléments qui ont été transmis. Au vu d'avancement du budget principal, il faut procéder à des ajustements de crédit, voilà, qui sont détaillés dans les documents budgétaires que vous avez reçus, à la fois en fonctionnement et en investissement. En investissement, ça correspond à la mise à jour de la programmation pluriannuelle. Donc délibération numéro 11, pas de questions. Donc pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Pour la mise à jour de la programmation pluriannuelle, donc il y a un tableau qui a un petit peu évolué à peine depuis le mois de février. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 13, Édouard Fidel. Merci. Il s'agit d'un avenant à l'OPH commune, Le Bossé, Le Castellet. Alors, première remarque sur la bonne entente et le fonctionnement de l'agglo. Le Bossé et Le Castellet ont en commun lancé une opération d'amélioration de l'habitat et l'agglo a instruit le marché. Donc, pour moi, ça c'est exemplaire. Cette OPH a été signée le 26 août 2024. Il y a eu un premier avenant le 7 octobre 2024 qui a permis d'intégrer l'aide de l'agglo au fonctionnement de cette OPH pour les deux communes à hauteur de 75 000 €. Et maintenant, nous allons vous demander d'autoriser le président à signer un deuxième avenant permettant à la région d'intégrer sa participation. Donc, vous avez les détails, les chiffres dans les annexes. Vous dire que cette opération d'amélioration de l'habitat concerne les propriétaires occupants très modestes, qui eux auront des subventions, les propriétaires occupants modestes qui auront subventions et aides, les propriétaires bailleurs décidés à mettre leur logement dans le secteur social, bénéficieront d'ingénierie et de prêts. Et puis les copropriétés dégradées qui pourront bénéficier aussi de conseils et d'ingénierie. Voilà ce qu'on peut en dire. Merci beaucoup. Pas de questions?
Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, Patricia Aubert. Oui, qui concerne le renouvellement de la ZAD, la zone d'aménagement différé de la BAOU. Alors, pour reparler de la zone d'aménagement différé de la BAOU, cette ZAD a été prise le 26 juin 2019 et comme elle est pour une durée de 6 ans, elle arrive à son terme. Pour vous décrire rapidement cette zone, elle comporte une urbanisation qui est assez hétérogène, qui n'est pas très qualitative et qui est sous-dimensionnée, sous-densifiée, ainsi que des friches agricoles ou commerciales. Et pour autant, elle bénéficie d'une situation de localisation qui est très stratégique, puisqu'elle se situe entre la gare de Sanary, mais également le double échangeur autoroutier. Et elle représente, semble-t-il, un enjeu important en termes de requalification urbaine, de mise en valeur de cette entrée de ville et de foncier dédié à l'implantation de nouvelles entreprises. C'est pour ça alors, d'autre part, cette zone de projet est inscrite également au titre du SCOT Provence-Méditerranée et du plan local de l'urbanisme de la commune de Sanary. Donc, elle arrive à son terme et donc il semble nécessaire de la renouveler au regard des enjeux que je viens de citer et du projet de requalification urbaine souhaité pour le secteur de la BAOU. En effet, c'est la commune de Sanary et qui répondra par ailleurs à la nécessité de développement d'une offre en foncier économique sur le territoire de Sud-Saint-Denis. Il vous est ainsi proposé, aux fins de renouveler la ZAD dite du secteur de la BAOU sur le périmètre tel que cartographié dans l'annexe à la présente délibération, de solliciter donc la préfecture en vue de poursuivre la constitution des réserves foncières destinées à la réalisation d'une opération d'aménagement raisonnée et structurée d'ensemble sur ce secteur de la BAOU en mixité urbaine et fonctionnelle, à vocation notamment d'activité économique à dominante tertiaire et d'empêcher bien évidemment toute spéculation foncière dans ce secteur qui est stratégique. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Effectivement, c'est très long d'établir des acquisitions foncières. Donc là, on en est à peu près à 30%. On est à 30% des acquisitions foncières et nous avons lancé les études de faisabilité du sous-sol, etc. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Potereau? Non, simplement une observation, Monsieur le Président. Je voterai pour, mais je regrette tout de même, comme certains de mes collègues du Conseil municipal, que cette question soit tranchée, si je puis dire, ici, alors que nous l'avons à l'ordre du jour du Conseil municipal dans 48 heures. Mais je vote pour. C'est une nécessité. Dans l'ordre, il faut faire comme ça, parce que la compétence économique relève de la compétence de l'aglo. Et puis, nous avons évidemment, comme ça se situe quand même sur le secteur de la commune, donc nous avons notre mot à dire en termes de conseil municipal. Voilà, donc ça, c'est évidemment les deux instances qui se prononcent. C'est réglementaire en fait. Hein. C'est réglementaire, c'est donc vous aurez le débat en conseil municipal. Oui, c'est très ouvert. C'est un passage obligatoire en commune d'agglomération, mais Sanary va délibérer et débattre. Et, voilà. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc merci. Délibération suivante, Monsieur Jourdan. Bien, il s'agit de la modification de la convention d'adhésion au service prestation paix entre la communauté d'agglomération et le centre de gestion du Var. Pour rappel, le CDG 83 développait des prestations relatives à la protection des paix pour les collectivités affiliées. Par délibération du 9 décembre 2024, le Conseil communautaire, d'une part, approuvé le renouvellement de la convention relative à la protection de la paix avec le CDG 83
à compter du 1er janvier 2025, et d'autre part, autoriser l'éligibilité assignée à la dite convention. Toutefois, les services supports ont constaté une erreur matérielle dans l'article 2 de la Convention qui prévoyait la réalisation d'un audit de la paix. Or, il est prévu que l'audit ne soit réalisé qu'à la primo-adhésion et non au renouvellement. À cet effet, la Convention a été modifiée afin de mentionner cette précision. Ainsi, considérant qu'il s'agit d'un renouvellement de convention, aucun audit ne sera réalisé et par conséquent facturé à la communauté d'accords. Il est donc proposé aux membres du Conseil communautaire d'approuver la convention modifiée relative à la confection de la paix avec la CD, avec le centre de gestion du Var. Voilà, Président. Merci beaucoup. Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, elle concerne le remboursement partiel de la dette du GIP. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Madame Sabat. Excusez-moi, je voudrais donc faire part au Conseil communautaire que je suis membre, et vous le savez, membre du Conseil d'administration du GIP, au titre du département où je représente le président Jean-Louis Masson. Donc, je ne veux absolument pas participer ni à la délibération, ni au débat, et ni au vote. Donc, je me déporte et je vous demande de bien remonter sur le débat. Merci. Je vous en remercie. Alors, justement, c'est un sujet, vous le savez, qui fait beaucoup parler. Et j'ai souhaité, alors j'ai donné une explication assez complète, assez détaillée de la situation en commission ad hoc, à laquelle tous les élus communautaires étaient conviés. Et là, je souhaite simplifier au maximum cette problématique pour la limiter vraiment aux intérêts de la communauté d'agglomération. Vous savez, le GIP a été dissous par arrêté préfectoral le 24 mars 2024 et il y avait une dette fournisseur, bon, je vous passe le détail de ce qui a déjà été remboursé ou pas remboursé. Elle s'élève à 15 millions d'euros et il faut savoir qu'elle augmente de 150 000 euros par mois du fait des intérêts moratoires qui sont élevés, donc tout le monde a intérêt à rembourser rapidement cette dette. Lors du conseil d'administration du GIP du 22 novembre 2024, le département du Var, justement, a proposé, dans une logique d'équité et de proportionnalité, une première étape de paiement avec un premier versement qui est calculé proportionnellement à la répartition initiale, puisqu'il y a le capital pour ce GIP, donc proportionnellement à la répartition initiale entre les différents membres, et ce qui correspond à un montant de 72 000 euros pour la CAD. Et le 3 février dernier, et ça je vous le précise, le liquidateur à l'amiable a souhaité me rencontrer, nous rencontrer avec Blandine Monnier, et il nous a demandé textuellement que cette somme soit versée le plus rapidement possible. Voilà, donc je ne lancerai pas dans des détails compliqués, et je propose simplement au Conseil communautaire d'accepter ce versement d'une somme de 72 000 euros. Y a-t-il des questions? S'il vous plaît. Monsieur Garcia. Oui, est-il possible d'avoir quelle société qui est le liquidateur sur ce dossier-là? Quelle société? Oui, enfin, quel avocat qui détient, quel mandataire? C'est Monsieur Defromont. Pardon? Monsieur Defromont. Et qui a son étude à? Je pense qu'elle est à Paris. D'accord. Pas d'autres questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Je vous en remercie. Et si quelqu'un veut se donner la peine
Je vais demander à Madame Samat. On va laisser Philippe Barthélémy signer, et après c'est sa délibération. Ah, mais c'est moi qui l'ai fait sauter en plus. Donc c'est Blandine Monnier. Pardon, je t'ai fait sauter ta délibération. Tu reviendras. Donc, Blandine Monnier. Merci, Président. Objet, cession d'une partie des actions de la commune de Toulon aux communes de Carcès et de la Vallée du Var pour la SPLM. La CASSB est actionnaire à hauteur de 10% du capital social de la SPLM, Société publique locale Méditerranée, a été informée par le président du conseil d'administration de la SPLM d'une demande d'adhésion qui lui a été présentée par la commune de Carcès. Cette dernière souhaite adhérer à la SPLM en rachetant 30 actions représentant 5% du capital social, soit 45 000 €, à la commune de Toulon qui a confirmé son accord à la SPLM sur le principe de cette cession, qui devra être validée par l'Assemblée délibérante de chaque collectivité actionnaire. C'est la raison pour laquelle je vous la présente. La commune de Toulon dispose actuellement de 2 sièges d'administrateurs et accepte de céder un siège à la commune de Carcès. En parallèle, la commune de la Vallée du Var, compte tenu de l'ampleur des projets confiés à la SPLM sur son territoire, à travers 2 importantes concessions d'aménagement, souhaite acquérir 5% d'actions supplémentaires. La commune de Toulon a également confirmé son accord pour céder 5% de ses actions à la commune de la Vallée du Var, sans poste d'administrateur. À l'issue des cessions d'actions projetées, la commune de Toulon conservera une participation de 10% au sein du capital social de la SPLM, ainsi qu'un poste d'administrateur. En tant qu'actionnaire de la SPLM, la CASSB doit délibérer pour autoriser les modifications engendrées par ces différentes demandes. Madame la Présidente. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc tout le monde est pour, pardon. Dernière délibération. La modification des membres désignés pour le syndicat de la REP et du Grand Bala. Donc là, c'est Bandolo-Bandolé. Donc il y a 2 remplacements qui sont proposés. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On est bon. Donc tout le monde est pour. Il y a eu trop de votes pour cette fois-ci. Donc le conseil est terminé. Je vous remercie de votre attention. Et le prochain est prévu fin mai. 26 mai.